Bonjour, bienvenue dans le numéro 9 de Net Pêche pour une pêche de jolis gardons. On est au début du printemps, on espère qu'on va réussir à faire des jolis gardons parmi la pêche d'aujourd'hui. Donc ici on est à l'étang de Brie-Contrebert, donc on est à peu près à une trentaine de kilomètres de Paris, en Seine-et-Marne. Donc en fait c'est un étang où il y a beaucoup de monde qui vient se promener l'été. Beaucoup de gens viennent en famille pour pêcher avec les enfants. Et on va dire que c'est un étang qui est sympa parce que les gens qui s'occupent de l'étang alvinent et puis s'occupent du nettoyage des berges. Donc voilà, donc aujourd'hui on va essayer de prendre des gardons de façon on va dire assez particulière parce qu'on va essayer de prendre des gros gardons. On va essayer de sélectionner les poissons pour se faire plaisir le plus possible. Donc là, j'ai décidé de me mettre à cette place. À cette saison, on essaye de trouver un peu de soleil. Malheureusement, aujourd'hui, ça va être compliqué, j'ai l'impression, au moins pour commencer la partie de pêche. Donc là, ce que j'ai voulu choisir, c'est une place où en fait, en face, il y a pas mal d'arbres pour que ça fasse, au niveau de la luminosité, un fond vert pour là où on va mettre le flotteur. Comme ça permettra d'avoir une bonne visibilité et bien voir le flotteur. Donc alors c'est vrai que l'hiver c'est assez long, on ne peut pas forcément aller à la pêche tous les dimanches avec le temps. Donc bon, à force de rester un peu sur le canapé et de réfléchir, on essaye de trouver des solutions pour gagner du temps le reste de l'année. Donc là j'ai mis un système de fixation au niveau de ma bourriche, un petit truc rapide, un système rapide qui me permet de mettre directement la bourriche sur le pic qui reste accroché au panier tout le temps. Et en fait, quand on veut sortir la bourriche pour regarder la pêche qu'on a fait, c'est vrai que ça permet de gagner du temps. Et là, quand on range la bourriche dans le sac, ça ne prend pas de place. Voilà, là ça me permet, moi j'aime bien avoir la bourriche quand même assez haut pour éviter que le poisson tombe à côté. Donc là c'est vrai que c'est parfait. Et si par exemple quand la partie de pêche est terminée, c'est vrai que des fois on s'embête à dévisser et tout, hop, j'ai juste à faire comme ça, hop, et puis là si je la remets, voilà, là c'est clippé, ça bouge pas. Donc je me suis, on va dire, fabriqué une desserte un peu particulière. Alors j'avais un copain qui était tout le temps en train de me dire tu mets assez longtemps pour t'installer à la pêche avec toutes tes dessertes. Donc du coup, bon, ça m'a un petit peu fait réfléchir. Et quand je suis rentré chez moi en fait après la pêche, j'ai pris 3 dessertes et je les ai riftées ensemble pour avoir vraiment plus de place avec une seule desserte. Donc j'installe juste une desserte, mais je peux mettre l'amorce, les èches, la boîte à bas de ligne. Voilà, au moins j'ai suffisamment de place. Alors parfois dans la voiture ça prend un peu de place, mais bon, c'est bien pratique au bord de l'eau. Ouais, celui-là ce qui est bien c'est qu'il n'est pas trop grand. C'est vrai que quand tu veux tirer le chariot, c'est bien d'avoir un truc qui est assez léger, quoi. J'essaie de voyager léger, donc c'est pour ça qu'un petit rouleau comme ça c'est pas mal. Alors au niveau du rouleau, ce que je fais, c'est que j'aime bien en fait le monter assez haut. Alors même si ici, c'est vrai qu'il y a une butte, mais en fait, mon repère, j'essaie de le mettre le rouleau au moins au niveau des épaules. Déjà, ça permet d'avoir un petit peu moins mal au bras.
Et c'est vrai que quand on envoie la canne, c'est un petit peu plus facile naturellement avec le poids de la canne. On emboîte et elle est quasiment déjà à 11 mètres, à 11 mètres 50. Et puis le deuxième avantage, c'est que quand le rouleau est haut, quand on ramène le poisson, c'est vrai que l'élastique est bien dans l'axe de la canne. Donc l'élastique sort plus facilement et souvent on décroche un peu moins de poissons. Donc aujourd'hui, on va essayer de se fixer un objectif, c'est d'essayer de prendre un maximum de beaux gardons pour se faire plaisir. Parce qu'en fait, lors de l'alvinage, il y avait des petits poissons, poissons moyens et gros gardons. Alors on va essayer d'éviter les tout petits poissons. Et donc du coup, au niveau de l'amorce, on va essayer de faire une amorce qui fixe plutôt les gros poissons sans attirer les petits. Donc au niveau de l'amorce, l'idée aujourd'hui c'est d'amorcer qu'à la coupelle. Il n'y a pas forcément besoin d'envoyer des grosses quantités d'amorce parce que c'est vrai qu'on sort juste de l'hiver. Là on est début du printemps. Donc 1 kg d'amorce, je pense que ça devrait être assez pour aujourd'hui. Et en fait, ici il y a beaucoup de gens qui viennent nourrir les canards, qui viennent envoyer du pain. Donc les poissons naturellement se retrouvent à manger le pain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1 kg de lake. La lake c'est une amorce un petit peu comme l'étang qui est fine et qui colle un petit peu plus que l'étang. Donc ça permet de retenir un peu plus les éches. Et je vais mélanger avec de la chapelure rousse que je fais moi-même. En fait, au niveau de la chapelure rousse, toutes les semaines, je vais chez mon boulanger. Donc je récupère les croûtes de pain de la trancheuse. Je les passe au mixeur et ça me donne en fait un résultat qui est vraiment sympa parce que c'est assez fin. Et en fait, au niveau des croûtes de pain, on voit qu'il y a des croûtes de différents pains. Et comme souvent dans la trancheuse, c'est des pains avec pas mal de graines à l'extérieur, on retrouve aussi à l'intérieur des graines qui vont faire travailler le mélange. Voilà. Et pour terminer, alors, au niveau de la coloration, ici, on va dire qu'il y a souvent, quand les gardons rentrent, ça peut être irrégulier, ils peuvent venir et repartir. Donc je vais essayer de faire une amorce de la même couleur que le fond. Donc je vais la colorer avec un petit peu de noir de vigne. Et pour terminer, comme on vise les gros gardons, je sais que les gros gardons aiment bien le cheneville ébouillanté. Donc j'ai préparé un peu de cheneville ébouillanté hier soir avant de venir, que je vais mélanger à l'amorce. Voilà. Donc 1 kg d'amorce pour la saison, honnêtement, c'est largement assez. Et je suis sûr qu'à la fin de la partie de pêche, il va même en rester, quoi. Donc la lake, on voit que c'est une amorce qui est au niveau de la couleur, on va dire standard, passe-partout. Dedans, on voit qu'il y a un petit peu de cheneville parce qu'on voit qu'on arrive à avoir un petit peu de coriandre, un petit peu de cheneville aussi, forcément un peu de maïs et puis le reste, certainement des chapelures de pain, de biscuits. Moi j'aime bien cette amorce parce qu'elle est quand même assez collante. Donc on peut mettre des pinkies vivants, voire peut-être parfois même des asticots. Et on arrive à garder les poissons assez longtemps sur le coup. Donc je prévois à peu près, j'ai prévu 50-50, c'est-à-dire que pour 1 kg d'amorce, il y a à peu près 1 kg de chapelure. Voilà. Je vais mettre un petit peu de noir de vigne pour avoir la même couleur que le fond, parce que les gros gardons, j'ai l'impression qu'ils tiennent mieux sur quelque chose presque naturel, on va dire. Donc un petit peu de noir de vigne. Alors j'utilise une petite cuillère. Donc là, en général, pour 2 kg, si je mets 3 cuillères, je ne vais pas avoir quelque chose de noir charbon, mais quelque chose d'assez sombre, qui va bien correspondre au fond. Hop, j'en mets 3. Et après, j'ai prévu, donc là, comme on est là pour pêcher les gros gardons, un petit peu de cheneville ébouillantée. Donc en fait, comment j'ai fait pour préparer le cheneville? J'ai mis le cheneville moulu directement dans la boîtière. J'ai mis de l'eau dans une casserole que j'ai portée à ébullition. Et dès que l'eau s'est mise à ébullition, j'ai mis ça dans la boîte. J'ai mis le couvercle par-dessus. C'est resté, on va dire, toute la nuit comme ça dans la boîte, dans le garage. Et puis du coup, ça a cuit. Ça nous donne un truc qui est vraiment sympa. Parce qu'il y a à la fois les germes blancs qui aiment bien les poissons. Et puis il y a aussi les coquilles vides de cheneville qui vont bien travailler. Alors là, comme aujourd'hui, on va essayer de prendre que les gros gardons, enfin
On va essayer de prendre un maximum de beaux gardons. Le jus, lui, il a tendance à nuager, donc il pourrait attirer beaucoup les petits poissons. Donc là, je ne vais pas le mettre. Après, sur une pêche traditionnelle où il faut vraiment, on cherche à avoir des touches, là par contre, je ne m'embête pas. Je mets tout dans l'amorce et je mouille avec. Donc là, je vais enlever le jus. Mais là, tu vois, c'est vraiment sympa la couleur. Quand tu vois la couleur que ça donne en fait, le fait de le laisser dans l'eau toute la nuit, ça permet de bien le cuire. Alors, ça va pas travailler énormément, ça va moins travailler que le chenvi grillé. Mais par contre, pour les beaux gardons, quand ils vont tomber là-dessus, j'espère que ça va bien les fixer sur le coup. Voilà, le chenvi. Et après, bien mélanger. Alors là, pour 1 kg d'amorce, pas forcément besoin de sortir le batteur. À la main, ça va très bien, quoi. Avec 3 cuillères, normalement, c'est pas charbon, mais c'est vraiment assez sombre. Ça fait la même chose que sur le fond. On va pouvoir regarder après par rapport à la couleur du fond ce que ça fait. Donc au niveau de la mouille de l'amorce, je vais la mouiller en 2 fois pour que les chapelures qui y a à l'intérieur prennent bien le temps de gonfler. Donc je la mouille une première fois, après on va pouvoir monter les lignes, regarder un petit peu les flotteurs, les montages de lignes, les hameçons, et on reviendra terminer l'amorce juste avant de mettre les boules. Et au niveau de la couleur, voilà, on n'est pas sur un noir vraiment charbon, on est sur entre le brun foncé et on va dire le noir assez clair, quoi. Et je pense que ça devrait faire mimétisme avec le fond. On va pouvoir mettre une boule au bord pour comparer. Mais normalement, ça va être la même couleur que la vase. Au niveau des élastiques, j'aime bien faire simple. Alors pour commencer, sur les pêches, on va dire d'étang, de canal ou de rivière, les pêches traditionnelles, en général, je les monte plutôt sur un brin. Donc là, c'est un monobloc qui fait à peu près, 1,50 m. Je trouve que c'est déjà suffisant. Après, je monte aussi des élastiques sur 2 brins, et ça va être plus pour des pêches de beaux poissons, quand il faut avoir de la réserve de puissance. Là, pour des gardons, un brin, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais vous présenter les 4 élastiques que j'utilise dans 80% des cas pendant l'année. Et puis après, on va regarder aujourd'hui quel élastique choisir par rapport au gros gardon qu'on veut prendre. Le premier élastique, c'est destiné aux pêches de tout petits poissons, gardonneaux. Alors 10-15 grammes quand on est vraiment obligé de pêcher ces gardonneaux ou des ablettes. Donc c'est un élastique de 0,5 mm et ça va être sur des lignes qui vont être en corps de ligne très fin, 8 centièmes, avec des bas de ligne autour de 6 centièmes sur des hameçons de 22 à 24, des hameçons du type 35-30, c'est-à-dire des hameçons très fins de fer. Le deuxième élastique, donc celui-ci, c'est un élastique de 0,60. Alors c'est du latex coloré, c'est-à-dire que c'est quand même, ça permet quand même de lever les poissons. Ça va être pour des poissons, on va dire de 10 à 30 grammes. Et ça, je vais l'utiliser sur des corps de ligne de 10 centièmes, pour des bas de ligne en 7 ou 8 centièmes, avec des hameçons type 36-30, c'est-à-dire des hameçons un petit peu plus costauds que les 35-30. Le troisième élastique que je vais utiliser, alors j'aime beaucoup ces élastiques, c'est un élastique creux. Alors il me semble que ça fait à peu près 1,1 mm, et l'avantage qu'on a avec le creux, c'est qu'il est très souple quand on ferre, donc l'élastique sort vraiment facilement, mais en revanche quand on veut lever le poisson, il est un petit peu plus puissant, donc on le lève plus facilement. De moyen de 50 à 80 grammes, on peut les lever au tablier, on n'est pas obligé d'utiliser l'épuisette. On a des poissons qui vont faire, on va dire, entre 30 jusqu'à 80 grammes, qu'on a besoin de lever assez facilement, quasiment d'autorité. Je trouve que les élastiques creux vont un petit peu mieux.
parce qu'on a quand même la souplesse de l'élastique creux qui est très utile quand on ferre. En revanche, quand on ramène le poisson et quand on veut le lever, comme l'élastique creux est plus puissant que l'élastique plein, l'élastique va tirer un petit peu sur le poisson et on pourra le lever facilement sans se retrouver avec un poisson qui arrive au niveau des jambes par exemple. Pour l'élastique creux de 1,1 mm, donc là je vais monter des lignes entre 10 et 12 centièmes au niveau du corps de ligne, des bas de ligne on va dire entre 7 et 9 centièmes, et puis des hameçons, ça va être des hameçons du type 36-30, c'est-à-dire on va dire un diamètre de fer plutôt moyen. Pour terminer, le dernier élastique que j'utilise, ça va être un élastique de 1,5 mm creux aussi. Ça va être destiné à des pêches, on va dire, de poissons 60, quasiment 100 grammes de façon régulière. Dans ce cas-là, je préfère maintenant utiliser ça plutôt que les élastiques pleins, comme on faisait un petit peu avant en latex. Avant, on utilisait des élastiques de 1 mm. C'est un petit peu le même équivalent, sauf que là, on est un petit peu plus souple au ferrage. Et comme on est sur un élastique creux, il revient plus facilement à l'intérieur. Sur l'élastique creux de 1,5 mm, alors là forcément on va être sur des corps de ligne plus gros, c'est-à-dire des corps de ligne entre 12 et 14 centièmes et des bas de ligne qui vont être de 10 à 12 centièmes et des hameçons encore plus forts que le 36-30, c'est-à-dire des hameçons type 61-10, un peu plus costauds qui vont moins s'ouvrir et qui permettront de lever d'autorité des poissons jusqu'à 80 voire 100 grammes. Aujourd'hui, je vais prendre un élastique creux qui me permettra d'avoir quand même de la souplesse au ferrage, mais qui va bien planter le poisson, parce qu'ici les gardons vont avoir la bouche quand même assez dure. On est en début de saison, on n'est pas encore arrivé à la période du frais, où là les poissons ont la bouche un petit peu plus molle. Et ça me permettra de lever des poissons jusqu'à 50 grammes. Après, des 80-100 grammes, on sortira l'épuisette. Donc là, l'amorce, on la laisse gonfler, on va dire, pendant à peu près une demi-heure. Donc maintenant, on va regarder les lignes qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc la particularité de ces petits étangs, c'est qu'on est dans un milieu urbain. Il y a souvent des immeubles autour, des maisons. On ne peut pas venir en fait avec la voiture derrière. On est obligé de venir avec un chariot. Donc là, moi, je ne m'embête pas à prendre le panier, la grande tour de ligne. J'ai pris juste 2 casiers de ligne, vraiment les plus simples, ceux que j'utilise traditionnellement dans ces plans d'eau. Je vais vous montrer lesquels. Donc là, il y a à peu près 1,30 m de fond. Donc ce qui fonctionne bien, que j'aime bien, c'est les flotteurs de ce type-là. C'est-à-dire, on est sur des flotteurs en fait avec une quille qui est quand même assez courte. Donc ça permet d'avoir des belles touches là où il n'y a pas d'eau. Je préfère utiliser des flotteurs comme ça quand c'est peu profond, avec des antennes qui sont de la même façon assez courtes. Donc on se retrouve avec un flotteur qui se met assez vite en position, ce qui est bien quand il n'y a pas trop d'eau. Et on a une forme qui, on va dire, une olive un petit peu allongée, qui permet d'avoir quand même de la stabilité, notamment quand il y a du vent. Là on voit aujourd'hui que ça frise un petit peu. Donc j'utilise cette forme de flotteur-là, je l'ai en antenne métal et en antenne fibre. Et là aujourd'hui, bon, avec le vent qu'il y a, ça frise un petit peu le métal, on ne va pas le voir. Donc je vais prendre la même chose mais en antenne fibre. Voilà, donc c'est exactement pareil. Et je vais prendre en fait du coup, aujourd'hui on est là pour se faire plaisir avec 2 lignes. Il y aura vraiment assez. Je vais prendre une ligne en 0,30. Alors souvent j'ai remarqué que dans les étangs peu profonds, pêcher léger ça marchait bien. Donc une 0,30 et une ligne un petit peu plus lourde pour pouvoir comparer pendant la pêche qui est une 0,60. Voilà. Je mets des antennes jaunes parce que là, avec l'ombre, je trouve que ça se verra mieux que le rouge. Donc pour les 2 flotteurs, ça sera plus simple, je mets des antennes jaunes. Au niveau des flotteurs, c'est vrai que même si on utilise souvent beaucoup de flotteurs, au final on se rend compte que tous les dimanches on utilise quasiment les mêmes. Moi au niveau des formes, j'essaie de ne pas trop me compliquer la vie. J'utilise soit une forme, on va dire en olive comme celle-ci, soit une forme de bouteille. Alors ce que je fais, j'utilise celle-ci quand il y a moins de 2 mètres de fond. Et après, dès qu'on va être entre 2 mètres et 4 mètres de fond, je vais utiliser plutôt des formes de bouteilles qui seront un petit peu plus stables dans les grandes profondeurs. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec la même forme, désormais,
on peut très bien utiliser une antenne métal ou une antenne fibre, et il en existe aussi avec des antennes plastiques. Donc ça permet en fait d'adapter son flotteur par rapport à la visibilité, tout en gardant les mêmes caractéristiques, que ce soit au niveau de la forme, que ce soit au niveau de la longueur de la quille, que ce soit au niveau de la longueur d'antenne. Et en fait, comme ça, on arrive à s'habituer, on se dit les touches à relever sur ce flotteur, c'est comme ça, faut que je fasse à tel moment, ou par exemple sur ce flotteur-là, il faut laisser un petit peu plus rentrer et ferrer après. Et c'est vrai que sur toute l'année, quand on a pêché 30 fois avec le même flotteur, à la fin on le connaît quasiment par cœur et on arrive à prendre un petit peu plus de poissons parce qu'on connaît le flotteur. Donc maintenant on va positionner les lignes sur les quilles pour procéder au sondage. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est plutôt commencer par la ligne la plus lourde pour sonder. En plus souvent le fil, le corps de ligne est un petit peu plus gros. Là j'ai mis un 12 centièmes en corps de ligne sur la 0,60. Donc ce sera un petit peu plus rigide, un peu moins élastique que le 10 centièmes. Pour le sondage, ça sera parfait. Et ensuite, une fois que j'aurai sondé sur la 0,60, je reporterai le même fond sur la 0,30. Donc je vais vous présenter un petit peu les montages. Là je vais monter la ligne, je vais vous présenter un petit peu les plombées ainsi que le bas de ligne. Moi ce que je fais, c'est que je monte les lignes plutôt en règle générale à l'envers. C'est-à-dire que quand je monte ma ligne, je commence par la boucle qu'on accroche sur le sillon, que j'accroche en premier sur le plioir. Le flotteur arrive, la plombée, et je termine par le plomb de touche. Ce qui me permet en fait, quand j'enlève mon accroche-ligne, d'accrocher directement l'hameçon. Là, pour la 0,60, je vais mettre forcément un hameçon un petit peu plus gros que pour la 0,30 et je vais mettre en fait un hameçon de 18 sur 9 centièmes, donc un hameçon 36-30. Donc là, je vais faire un raccord boucle dans boucle. Donc là, on est sur la boucle du corps de ligne. On voit le plomb de touche. Alors d'ailleurs, le plomb de touche, j'essaye de ne pas le coller contre la boucle. Je le mets en fait 3-4 mm au-dessus. J'ai l'impression qu'en faisant comme ça rigidifie un petit peu le raccord boucle dans boucle et ça me permet de moins emmêler. Parce que souvent, on se retrouve à force de pêcher avec un nœud autour du plomb de touche. Bon, c'est agaçant parce qu'on a du mal à le démêler. En faisant comme ça, j'ai plus ces nœuds. Donc je décolle un petit peu le plomb de touche de 3-4 mm. Et le raccord boucle dans boucle, je viens positionner la boucle du bas de ligne autour de la boucle du corps de ligne. Ensuite, l'hameçon, je viens glisser dans la boucle du corps de ligne. Donc on est sur un hameçon, on voit que c'est quand même, c'est pas fin de fer, c'est on va dire intermédiaire en diamètre de fer, avec une tige qui est, la tige est quand même ni trop courte ni trop longue. Alors il faut quand même qu'elle soit assez longue, je trouve, pour décrocher facilement les poissons. Mais après, ça sert à rien non plus d'avoir quelque chose d'exagéré. Voilà, et ça permet d'avoir un nœud, ce nœud traditionnel, il est bien dans l'axe, et d'avoir quelque chose, on va dire, de naturel. Alors ce qui est pratique, quand on monte par exemple deux lignes, c'est que si on a mis la première ligne, on sait où est le fond, la deuxième, on coupe directement à la bonne longueur. Alors là, je sais qu'il va y avoir à peu près, normalement 1,30 m de fond, donc en coupant ici, hop, je serai à la bonne longueur. Là, je fais une double boucle traditionnelle. Alors après, de toute façon, on va ajuster la longueur de la bannière. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous présenter, vous montrer moi comment je procède au niveau du montage. Au niveau, pour les lignes à gardon, j'essaye en fait d'avoir une masse principale qui est constituée de, on va dire, entre 6 et 8 plombs ronds. Et ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir à peu près, si possible, la même taille de plomb. Je trouve que ça en mêle un petit peu moins, plutôt que de mélanger les plombs. Donc, j'ai ma masse principale. Donc là, sur celle-ci, il y a 6 plombs. Alors sur la 0,60, je pense qu'on doit être sur des plombs numéro 7. Et puis au-dessus, pour terminer en fait l'équilibrage, j'ai un petit plomb rond. Ça, c'est un plomb numéro 12. Et juste au-dessus,
j'ai mis 2 plombs style carrés. Et ça, c'est bien pratique parce que si par exemple l'eau est un petit peu plus porteuse dans l'étang, je vais pouvoir facilement enlever un petit plomb style et avoir un équilibrage qui soit parfait. Entre la masse, alors au niveau de ma ligne, je ne me complique pas, j'essaie de faire simple. Donc entre la masse et l'hameçon, je mets 2 plombs. Le premier plomb, donc là je pense que ça doit être un numéro 10 qui se situe à peu près 5-6 cm sous la masse. Et ensuite, je mets un plomb une taille inférieure à ce plomb intermédiaire. Je trouve que ça permet de limiter les emmêlages. Et là par exemple, ici on va être sur un plomb numéro 11. Et au niveau de la longueur, j'essaye d'avoir toujours, en fait, entre ces 2 plombs, au moins la longueur du bas de ligne. Parce que comme ça, voilà, là c'est par exemple le cas, quand on va déposer la ligne dans l'eau, au moins on est sûr que l'hameçon ne va pas venir accrocher le plomb intermédiaire, puisque la longueur entre les 2 plombs est plus importante que la longueur du bas de ligne. Le diamètre, donc 12 centièmes pour le corps de ligne, c'est assez rigide, ça permet de moins emmêler. Et là, un hameçon de 18 sur 9 centièmes, ça permettra de lever des poissons jusqu'à 80 grammes sans problème. Et puis après, s'ils sont plus gros, on les épuisera. Donc maintenant qu'on a installé la ligne sur le kit, on va pouvoir passer au sondage. Donc pour le sondage, il faut essayer, je trouve que c'est important de rester simple. Moi j'utilise 5 sondes en règle générale. Donc il y a une première catégorie, c'est les sondes pyramidales. Je trouve que c'est les plus pratiques pour mesurer la profondeur dans 90% des cas. Alors j'utilise une légère comme aujourd'hui quand il y a 1 mètre de fond. Après je vais en utiliser une intermédiaire si c'est un petit peu plus profond et qu'il y a un petit peu de courant, jusqu'à une très lourde dès qu'on va être par exemple en rivière. La deuxième catégorie de sondes qu'on utilise bien souvent, ce sont les sondes grenouilles. Alors avant on les utilisait carrément pour les pincer sur l'hameçon, mais maintenant je trouve que c'est très utile de les utiliser quand on veut pincer sur le plomb de touche pour par exemple traîner du bas de ligne sur des pêches de brème, plaquettes, parfois aussi de tanches, plus sur des pêches de beaux poissons. Donc aujourd'hui on va prendre la sonde la plus légère, il y a à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 50 de fond, ça ira très bien. Donc voilà, la sonde fait à peu près 20 grammes, donc c'est bien pour sonder entre 1 mètre et 2 mètres de fond. Alors en règle générale, ce que je fais, c'est que je commence toujours par sonder par le bord, au kit 3, parce que comme ça on voit que si on n'a pas assez de fond déjà en bordure, on se dit qu'au large on n'en aura pas assez, donc autant en rajouter tout de suite. Donc là, alors là, il y a peu d'eau au bord, donc on va pouvoir sonder directement à 11 mètres. Voilà, donc là on voit que le flotteur ressort assez nettement de l'eau au premier sondage. Donc là je vais enlever 10 cm pour le deuxième coup. Alors là, on a... Alors je vais essayer de... Je vais regarder sur une zone assez... sur on va dire 1 mètre de large, voire 1 mètre carré en fait. Donc on voit que le fond est quand même assez dur. En fait, si on lâche la sonde complètement, comme ça pour voir. Il y a un petit peu de vase, à mon avis, il y a un tout petit peu de vase. Mais bon, je pense que la couche de vase est assez fine. Et après, le fond est vraiment assez dur, quoi, en fait. Et là, on voit que le fond est plat sur 1 mètre carré. On n'est pas... Ouais, on voit que c'est assez plat. Là, c'est pareil, c'est le même fond. Alors là, c'est pas mal quand il y a juste la pointe de l'antenne qui ressort. Pour les pêches de beau gardon, j'aime bien commencer comme ça. Ça permet de pêcher juste à ras du fond.
Puis des fois on peut traîner un petit peu aussi pour les beaux gardons. Souvent j'ai pris des beaux gardons sur cet étang en traînant de 5-6 cm. Ça permettait de ne pas prendre les petits. Voilà, donc on va attaquer comme ça. Donc là on a trouvé le fond, un fond assez plat, donc c'est parfait. Maintenant on va pouvoir couper la bannière et puis repasser à l'amorce, préparer l'amorce pour commencer à pêcher. Donc maintenant qu'on a sondé, on va pouvoir ajuster la bannière. Donc là, moi, ce que j'aime bien pêcher, on va dire avec à peu près entre 70 et puis 80 cm de bannière pour avoir quelque chose quand même d'assez précis, notamment quand on ferre. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la distance qu'il y a entre les deux pieds de mon panier siège. Je sais que ça fonctionne bien, ça me donne un bon repère. Voilà, ça c'est la distance qu'il y a entre les deux pieds du panier siège. Tous les dimanches, je mets la même chose comme ça. Ça me permet d'avoir l'habitude de pêcher avec ça. Une double boucle traditionnelle, c'est toujours un peu plus solide, on va dire, que la boucle simple. Voilà, 70 cm sur un étang comme ça, c'est déjà bien assez pour avoir un contrôle de ligne correct. En fait, je pense que si j'avais trop de bannières, par exemple si j'avais un mètre, on va dire un peu plus d'un mètre, entre 1 mètre et 1,50 m de bannière, là avec le vent qu'il y a, le vent aurait tendance à pousser la ligne parce qu'il aurait plus de prise sur la bannière, donc moins bon contrôle de ligne, un petit peu moins de touche. Puis après, c'est vrai qu'au niveau de la qualité des ferrages, on essaye de ferrer, je vais essayer de ferrer pas forcément par des grands gestes parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond, sinon après la ligne pourrait s'emmêler autour du sillon. Donc c'est pour ça que 80 cm, ça sera mieux qu'une bannière de 1 mètre ou 1,50 m. Donc maintenant que j'ai sondé la 0,60, je vais reporter le fond sur la 0,30. Donc je vais déjà commencer par recouper la bannière sur la 0,30. Voilà. Donc on va avoir la même bannière sur les deux lignes. Ça sera plus simple quand on va passer d'une ligne à l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que là je vais régler la bannière. Je vais mettre le même fond sur la 0,30 que sur la 0,60. Mais après c'est vrai que comme l'élastique, selon la tension de l'élastique, parfois aussi selon le diamètre du fil qu'on utilise, il peut y avoir quand même des différences. Donc je vérifie toujours très rapidement les lignes. Je les ressonde en fait. Alors là j'ai mis 3 morceaux de gaine mais quand même assez court. Sauf le dernier. Pour éviter les emmêlages, je trouve que ça va pas mal de laisser le dernier morceau de gaine, de laisser dépasser un petit peu. Ça permet quand on pose la ligne, je trouve, de moins emmêler. Donc là je vais reporter le fond de la 0,30 sur la 0,60. Voilà. Mais je vais quand même la recontrôler avec la sonde par sécurité. Et je vais en profiter une fois que ce sera fait pour marquer le fond. Avec un peu de mystique. Donc là on voit que pendant le temps qu'on était en train de monter les lignes, l'amorce a bien gonflé. Donc on va pouvoir rajouter un petit peu d'eau. Là je pense que si on met à peu près une boîte d'eau, ça devrait suffire. Donc on va pouvoir terminer le mouillage. Voilà. Là, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a à peu près 1,30 m de fond, je ne vais pas trop mouiller l'amorce, ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, on va vouloir une amorce qui travaille quand même un petit peu. Donc je ne vais ni la faire sèche, ni la faire surmouiller. On va vraiment essayer de trouver quelque chose qui travaille suffisamment pour attirer les poissons, mais qui ne travaille pas trop pour ne pas attirer non plus trop petit. Là, normalement, si on fait une boule, alors c'est bien parce qu'on sent qu'il y a de la chapelure de pain, elle est un petit peu plus onctueuse. Et on voit que la boule va quand même s'ouvrir assez vite. Et comme en fait, là j'ai préféré mettre le chenevis, du chenevis ébouillanté, ça va travailler je pense un petit peu moins que le chenevis grillé. Et pour les gros gardons, ils vont retrouver les particules, j'espère que ça va leur plaire. Je ne vais pas mettre de terre. Alors terre de somme, je ne vais pas en mettre parce que ça va plutôt attirer des petits poissons. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. Alors j'ai prévu quand même
un petit peu de double terre de rivière. Donc ça c'est ce que je prépare à la maison. Ce que je fais pour la double terre de rivière, je mets par exemple pour 2 kg de terre de rivière, je vais mettre quasiment un quart de litre de liant à coller. Je mouille tout ça à la perceuse, je mets un petit coup de tamis par-dessus et ça nous donne une double terre qui est assez sympa avec des petits grumeaux. Alors je la garde, j'en ai toujours un petit paquet comme ça à côté pour rappeler. Si jamais je veux pas remettre de farine pendant la pêche pour pas attirer des petits poissons, je peux utiliser ça. Et des fois, je remets un petit peu dans l'amorce pour l'alourdir. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, mais la ligne ne va pas trop bouger. Donc je ne vais pas en mettre au départ. Mais je vais le garder sur la tablette. Voilà. Là, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la couleur de l'amorce par rapport au fond. Donc on va regarder si ça correspond bien au fond. Comme on s'est dit, on va essayer de faire mimétisme avec le fond. Parce qu'ici, souvent, on prend des gardons, mais un quart d'heure après, on n'a plus de touche. Donc on va voir si en faisant ça, on arrive à tenir les gardons un petit peu mieux. Donc bah là, on va pouvoir mettre une boule au bord. On va essayer de la faire tomber à un endroit où on peut voir quand même la luminosité. Voilà, on voit qu'au niveau de la couleur, là on est un petit peu plus foncé que ce qu'il y a en bordure. Mais ici, le fond est un petit peu plus clair au bord. Au large, il y a pas mal de feuilles en fait des arbres qui sont en décomposition, donc vraiment noirs. Et ça va bien correspondre, ça va bien faire mimétisme. Et on voit en fait que les particules, on voit que les particules commencent un peu à travailler. On voit qu'autour de l'amorce, il y a quelques graines, quelques morceaux de graines qui remontent en surface. Donc ça va attirer du poisson. On voit que c'est une amorce qui travaille assez vite. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les appâts que j'ai prévus. Alors ça, c'est ce que je prévois, on va dire, bien souvent pour pêcher le gardon. On va voir qu'aujourd'hui, il va y avoir un petit peu de changement. Donc, la première chose que j'ai prévue, c'est des pinky rubis. Donc, ces pinky là sont vraiment sympas. Je trouve qu'on est quasiment sur la taille d'un asticot. Et pour l'agrainage, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus dense que les pinky. Et donc qui va descendre un peu plus vite au fond. Et donc un petit peu plus droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai prévue, alors ça, ce sera plus pour l'hameçon. Donc ça, c'est des gozer rubis. Pour sélectionner les gros gardons, on essaiera pour voir ce que ça donne. Et ensuite, il y a quelque chose que j'utilise depuis quelques temps, que j'ai beaucoup utilisé cet hiver. Ça a très très bien fonctionné, surtout quand les eaux sont claires. Pour les plaquettes et aussi pour les gardons, c'est en fait des pinky orange. Alors j'ai remarqué que pour avoir fait le test dans les eaux claires, entre ceux-là et les pinky rubis, ceux-là tranchent un petit peu plus avec le fond. Et parfois, ça marche vraiment bien. Donc on pourra faire le test aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'est ce que j'utilise, on va dire souvent. C'est du fouillis français. Alors j'aime mieux utiliser ce fouillis-là parce qu'il remue plus que le fouillis russe. Donc pour les gardons, c'est vraiment sympa. Et en plus, il est un petit peu plus gros, un peu plus lourd. Il va moins bouger, moins s'en aller avec le courant. Et voilà, quelques verres de vase. Donc là, c'est pareil, on est sur des... Ce que je fais, c'est que je les commande souvent, on va dire 8 jours avant, pour pouvoir les laisser dans l'eau pendant 8 jours. Comme ça, ils durcissent un petit peu plus. Ça permet d'avoir des verres de vase bien durs. Pour pêcher, c'est vraiment sympa. Voilà. Et il y a un truc que j'ai vraiment envie d'essayer aujourd'hui. On est là pour essayer de prendre des beaux gardons. Donc on va essayer déjà d'agrainer des pinky. Je voudrais voir l'agrainage de pinky, ce que ça donne. Et ensuite, je voudrais voir l'agrainage de cheneville. Essayer de comparer les deux, voir s'il y a quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Et pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de laisser de côté le magnifique fouillis. Parce qu'on va essayer de prendre des beaux gardons. Donc on dit qu'on va essayer de laisser ça de côté. Et pareil pour les vers de vase, on va pêcher sans fouillis, sans vers de vase, qu'avec des pinky et des gozers et un peu de cheneville. Et on verra ce que ça donne.
Alors pour le cheneville, donc moi ce que je fais, c'est que je le prends en boîte. Alors déjà ça permet de gagner du temps parce qu'il n'y a pas besoin de le préparer à la maison, le faire cuire, etc. Et puis ce qui est bien, c'est que je sais que le germe va bien sortir. Donc je vais enlever l'eau. Voilà. Et je vais le rincer un petit peu. Parce que c'est vrai qu'autour des graines, parfois il peut y avoir un petit nuage qui se forme avec la graisse qui sort des graines. Donc là, comme on ne veut pas attirer de poissons trop petits, voilà. Et c'est vrai qu'on a des grains qui sont quand même assez bien calibrés. On voit bien le germe. Pour les gros gardons, j'espère que ça va nous aider aujourd'hui à bien trier. Voilà. Ça nous donne un truc vraiment sympa. On voit que le germe est déjà sorti, donc c'est plus simple que de les faire cuire à la maison. Ou bon, on ne sait jamais trop combien de temps il faut pour les préparer. Parfois, il faut les laisser tremper quasiment 48 heures. Bon, moi, je ne m'embête plus. Honnêtement, je le prends en boîte. Je sais que c'est vraiment régulier, donc voilà. On va voir si ça marche aujourd'hui, si ça nous aide. Donc voilà ce qu'on va mettre au départ, à peu près un huitième de pinky vivant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les écraser un petit peu avec les mains pour qu'ils bougent moins au niveau des boules, ils cassent un peu moins les boules qu'on va faire à la coupelle, quoi. Normalement, en les frottant comme ça pour l'amorçage, ça devrait en calmer certains. Alors, il y en a qui vont être vivants, hein, mais il y en aura quelques-uns qui vont se mettre à remuer dans l'eau un petit peu plus tard, quoi. Voilà. J'ai mis un huitième. La moitié de la boîte d'un quart. Je vais en serrer la moitié bien fort, que ça s'ouvre un petit peu plus tard. 3-4 bien serrés et le reste serré normalement. Normalement, ça devrait rentrer dans la coupelle. On voit que les pinky ont du mal à sortir là. Ils sont un petit peu moins actifs du fait de les avoir écrasés un peu avec les mains. Ça les a bien calmés. Voilà, là ça va faire à peu près 8 boules. Pour l'amorçage, c'est déjà très bien à la coupelle. Donc là, j'ai pris un repère en face. C'est la base de l'arbre, c'est bien pratique. C'est vrai qu'avec les gants, ça glisse un petit peu mieux. Alors je les mets juste pour mettre les boules à la coupelle au départ. Et ça permet de moins s'embêter. Voilà, hop, on repère. Alors je vais pas faire de bruit en déposant les boules parce que je sais que normalement le poisson réagit assez bien comme ça sans faire de bruit. Ça sert pas forcément à grand chose de faire du bruit. Alors par contre le démarrage risque d'être du coup peut-être un petit peu plus long, mais bon, peut-être qu'on aura des gros gardons plus tôt. Et pour la dernière boule, je vais mettre quelques graines de cheneville et quelques pinky vivants à part. Voilà, ça y est, on va pouvoir commencer. Donc comme on s'est dit aujourd'hui, option gros gardon. Donc on va commencer directement au pinky et puis on va voir ce qui se passe. Donc pour commencer, une ligne de 0,30
à ras du fond. Alors on voit que l'amorce pétille un petit peu. Alors on va voir qu'est-ce qui se passe à la première touche. Première touche. Un gardon qui fait petit gardon d'une vingtaine de grammes sur l'amorçage. Petit poisson 15-20 grammes. Vous voyez, on pensait que ça allait être un petit peu plus long du fait de l'amorçage à la coupelle où il y a moins de nuages et moins de bruit, et puis au final on a dû attendre à peine 30 secondes pour avoir le premier poisson. Là, l'antenne jaune ressort bien. Ah, ça a l'air d'être un petit peu plus joli. Pour la deuxième touche, ça a l'air déjà d'être un petit peu plus joli. Ah, il y a un joli gardon. Alors, je vais l'épuiser parce qu'il... Un joli gardon, ça fait plaisir. Donc un joli gardon pour la deuxième touche, 80 grammes au pinky. Ça fait plaisir. Mais c'est déjà encourageant de prendre un joli poisson dès la deuxième coulée. Parce que souvent, là on aurait utilisé, je pense, du fouillis. Ça aurait peut-être pas été le même. On va voir si ça continue comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, comme on est sur le début de la partie de pêche, on va déjà regarder ce qui se passe pendant 20 minutes au moins, sans toucher. Et puis après, on va commencer à essayer des choses. Là, pour l'instant, le poisson commence à peine à s'installer. Donc, on va voir si l'amorçage qu'on a fait au début, si ça porte ses fruits. Ah. Alors, c'est curieux parce qu'il y a une toute petite touche au début. Et puis après, ça s'est bien enfoncé. Et ça a l'air d'être un joli gardon. Ah oui. Ah ouais, ça fait plaisir. Ça, à cette saison, sortie de l'hiver, après de longs week-ends dans le canapé parce qu'il faisait trop froid ou qu'il pleuvait, ça fait plaisir de prendre des poissons comme ça. Juste à côté de la maison en plus. Pour l'instant, on est à ras du fond. Alors je touche pas trop la ligne parce que j'ai peur qu'il y ait d'être pris par un petit poisson. Raté. Petite touche, et souvent c'est les beaux gardons qui font des petites touches. On croit que c'est un petit poisson et puis souvent c'est les beaux gardons de 100 grammes qui sont un peu plus malins. Alors je vais l'épuiser celui-là, mais bon, j'aurais pu quand même le lever. Le prochain je vais les lever. Un joli gardon, ça c'est sympa. Donc on va voir si déjà en pêchant comme ça pendant un quart d'heure, si on arrive à maintenir ce rythme de touche ou si ça baisse. Et pour l'instant, j'ai pris les poissons plutôt sur les boules. Je vais essayer de poser un petit peu derrière, parce que souvent les beaux poissons ici, ils ont tendance à se tenir un peu derrière. Voilà, là j'ai posé derrière. 50 cm. Ouais. Un poisson. Ouais, c'était joli encore. Là on voit que les élastiques creux, c'est vraiment sympa. Ouais. Un joli gardon. Il commence à être un peu, c'est bizarre. Alors c'est dingue parce qu'on est déjà on est que le 2 mars et le poisson commence déjà à être râpeux. Comme s'il commençait déjà à se préparer pour le frais. Donc puis on voit que bon, apparemment l'amorce ça a l'air de lui plaire.
Là, niveau visibilité, c'est un régal. Quand ça souffle pas, ah, une petite touche. Ah, c'est curieux, les touches sont pas franches, hein. C'est des toutes petites touches, hein. On aurait cru un gardon qui mettait un coup de nez. Alors là, c'est par exemple le cas, celui-ci en fait, il est pris par au-dessus de la bouche. Je pense que celui-ci, si on l'avait levé, à mon avis, mais bon, là, un petit coup d'épuisette, ça fait pas de mal, quoi. Et on voit que là, on voit qu'il mange, hein. On pourrait se dire que les os sont encore froides, mais on voit qu'il mange parce que je lui appuie sur le ventre. Ça veut dire qu'il est en train de manger, hein. Les poissons commencent à s'alimenter. C'est des petites touches. À mon avis, faut pas pêcher trop lourd. Ah, une petite plaquette. Petite plaquette. Alors c'est ça, c'est les alevinages de début de saison. Il y a de tout. Il y a des petits gardons, il y a des jolis gardons. Ils mettent aussi, donc comme il nous a dit tout à l'heure, 300 kg de carpe. 300 kg de carpe, il a dit 300 kg de gardons. Mélangés, un peu de rotangle, un peu de plaquettes. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps travailler la ligne et on va en profiter pour essayer une ligne plus légère pour que le pinky descende un petit peu plus naturellement pour voir si ça marche mieux. Qu'en fait, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps faire remonter le pinky, donc autant pêcher plus léger. Ça se trouve, il y aura plus de touches. Donc on a vu que les touches n'étaient pas très nettes et on a remarqué aussi qu'en faisant des relâchés, il y avait pas mal de touches. Donc on va essayer une ligne plus légère. On était en 0,30 avant avec un flotteur antenne fibre. On va mettre une antenne métal en 0,10 et de sorte que le pinky descende un petit peu plus naturellement et moins vite pour voir justement si on arrive à mieux prendre du poisson. Et dans cette logique, on va mettre un hameçon, un petit hameçon numéro 20 sur 7 centièmes, quelque chose de léger. Et vous voyez, la plombée, 7 petits plombs, vraiment quelque chose qui va descendre tout doucement. Je vais même pouvoir les monter un petit peu. Plomb de 12. Alors là, la 0,10, elle est montée en 10 centièmes, celle-ci. J'en ai qui sont montés en 8, mais celle-là, elle est montée en 10, comme ça permet de pêcher s'il faut avec un 8 centièmes en bas, sans souci. Là, on fait l'essai avec l'Agile en 0,10, donc une antenne métal. Ah. Apparemment, ça fait un poisson en tout cas. La touche était vraiment jolie. J'ai cru que le flotteur était trop plombé en fait. Un gardon. Et puis on voit qu'il a bien mangé parce que le pinky est quand même un petit peu abîmé. On voit qu'il bouge plus du tout. Alors on va voir si c'était la solution pour avoir des belles touches. On en a fait un, on va voir si c'est une coïncidence ou si ça se confirme. Elle a un beau gardon. Donc là, alors c'est que le deuxième poisson depuis qu'on a mis la 0,10, mais en tous les cas, pour l'instant, on peut dire que c'est plutôt intéressant comme ça. On va voir si on arrive à en faire un troisième de la même façon. Alors là, déjà, on voit que la ligne, elle met beaucoup plus de temps à descendre. Et en fait, j'ai pas eu le temps de faire de relâcher, j'ai eu les touches directes. Voilà, ah ben, c'est le jour et la nuit.
Quand je pêchais avec la 0,30, j'étais obligé de faire 5-6 relâchés pour avoir la touche. Là, j'ai mis la 0,10, j'ai pas fait un relâché. Déjà, le 3e gardon. Donc je pense qu'en fait, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle descend le pinky. Maintenant on voit que les poissons mangent bien comme ça, on va essayer les fameux pinky orange pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche aujourd'hui? Juste à la tombée, donc là on va tout de suite voir si aujourd'hui ça fonctionne. Alors ce qui est curieux avec ceux-là, c'est qu'il y a des jours c'est carton plein et d'autres jours le désert. Alors je sais pas encore, j'ai pas assez de recul, je sais pas si c'est la luminosité, si c'est lié à la clarté de l'eau. C'est assez curieux ces trucs-là. On va faire pareil, pas toucher la ligne, rien du tout, et on va voir si ça prend en première intention. Ah ouais, là ça a pris pareil. Hein. Ça a pris aussi vite. On va essayer une deuxième fois. Ah, ça marche aussi bien. Alors je peux pas dire que ça marche mieux, mais en tous les cas, ça marche très bien. Puis il faut imaginer que c'est le seul pinky orange au milieu de pinky rouge au fond de l'eau, alors peut-être que ça joue aussi. Et ça marche bien en tous les cas. Donc là on va essayer l'agrainage. On arrive à bien faire les poissons maintenant avec la 0,10, mais on va essayer de voir ce que ça donne de l'agrainage et si ça peut calibrer les poissons. Alors agrainage de pinky hein, pour commencer, tout simplement. Avec le vent. Un joli gardon. Ah, celui-là est un petit peu plus joli. À mon avis, celui-là, il doit pas être loin des 150-200. On voit qu'ils ont le ventre bien gonflé. Hein. Je sais pas si s'ils sont en train de se préparer au niveau de la fraye, mais quand on voit le ventre qu'il a, celui-là. Là, le vent se calme, ça va être plus facile pour agrainer. Et on va continuer à maintenir du rythme. Alors après, la question, c'est toujours la même. Sur de l'agrainage, il faut arriver à trouver le rythme. Et puis surtout, savoir quelle quantité mettre. Donc bon, là, je vais essayer pour l'instant. Je ne vais pas forcément agrainer à chaque coulée. Je vais faire une fois toutes les 2 coulées. Et je vais mettre une vingtaine de pinky pour commencer. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Et s'adapter par rapport à ça. Pour l'agrainage, il faut essayer de ne pas perdre de temps. Il faut arriver à ce que ça soit fluide. C'est pas toujours simple, surtout quand il y a du vent. Alors là, je cale bien la canne ici avec un bras contre la cuisse. Là, je tiens le godet avec le bras qui tient la canne et après, en fait, je tends avec la main gauche. Et on arrive à ferrer comme ça avec un bras quand tout se passe bien. C'est pas tout le temps le cas. C'est là qu'on voit que les élastiques creux sont bien parce que c'est quand même assez souple pour pas décrocher ces poissons. L'agrainage, ça a l'air de marcher là pour l'instant. Hein. Et celui-là, il a une forme assez bizarre, il est tout allongé. La tête un peu vers le bas. Ouais, pour l'instant, ça fait plaisir. On a une stratégie qui a l'air de bien fonctionner pour le moment. Puis ça, c'est vrai que c'est des poissons très sympas à pêcher à cette saison.
On va maintenir l'agrainage, on va garder le rythme pour voir. J'avais dit un toutes les 2 coulées, mais on va essayer un à chaque coulée. Il est râpeux encore celui-là. Incroyable. C'est des beaux poissons. Alors je vais vous montrer un petit truc pour l'agrainage qu'un copain m'a montré, qui fonctionne pas mal. Donc le but c'est de ne pas perdre de temps quand on agrène. Donc en fait, avec la main gauche, je prends directement les pinkies que je veux mettre dans la fronde. J'attrape la fronde et je mets les pinkies directement dans le godet. Et là, on a les 2 mains quasiment qui sont libres. Et en fait, on gagne un petit peu de temps. Alors c'est pas grand chose, mais c'est surtout que quand on voit là que les poissons répondent bien, faut pas avoir de temps mort, quoi. Je vais le refaire après, ce sera peut-être plus simple. Une deuxième fois. Alors, il y a des fois, c'est vrai qu'on a l'impression que dès qu'on prend la fronde, on a une touche de poisson. Et c'est que souvent on n'a pas été assez rapide. Donc là, avec la main gauche, j'attrape les pinkies, je prends la fronde, je mets dans le godet, je regarde un peu le flotteur. Alors là, il y a du vent, c'est pas simple. Mais en procédant comme ça, on gagne un petit peu de temps, on rate un peu moins de poissons. Un joli gardon. Ça, c'est vraiment des poissons qui donnent envie de sortir un petit peu du canapé, sortir de l'hiver pour aller à la pêche. Alors maintenant qu'on peut voir quand même que l'agrainage de Pinky fonctionne bien. Là, il a vraiment dévoré les Pinky. Il y en avait même un deuxième dans sa bouche. Alors par contre, avec le vent, c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple d'être précis, plutôt. Donc ce qu'on va essayer, c'est l'agrainage de cheneville. Alors je sais qu'il y a certains parcours où ça fonctionne bien. Je me souviens, on avait pêché il y a 2 ans à Libourne, là, sur des beaux gardons, ça avait bien fonctionné. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas essayé. On va essayer pour voir ce que ça donne. Alors c'est pas forcément la même densité. Mais ça fait du bruit quand ça tombe. Ah, ça. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est joli ça. Ça fait un petit peu plus de 2 heures de pêche, donc on a vu qu'on a pu prendre plus régulièrement les poissons. Alors au début en pêchant plus léger, ensuite avec le vent le poisson s'est installé, on a pu pêcher plus lourd. Donc là on voit que l'agrainage fonctionne bien. Alors au début on a agrainé des Pinky rubis, donc ça a bien fonctionné. Juste après on a agrainé du cheneville et ça on va dire que ça a même encore mieux fonctionné, parce que les poissons étaient mieux concentrés sur l'amorce. Donc là, vraiment, c'est une belle journée. On voit que les touches, il y a beaucoup de touches, les poissons répondent vraiment présents. Donc on va essayer de se donner un petit challenge.
en 15 minutes, essayer de faire le maximum de poissons. Et on va faire 15 minutes avec une ligne avec un élastique mou, donc un élastique creux comme on a vu tout à l'heure, où là on va épuiser les poissons pendant 15 minutes. Et ensuite, on va mettre la même ligne sur un élastique plus gros, un élastique de 1,5 mm. On va pouvoir lever les poissons au tablier. Voilà. Et pour cela, on va mettre le minuteur. Allez, c'est parti, on y va, 15 minutes, en mettant tous les poissons à l'épuisette. On va essayer d'en faire le maximum. C'est parti. Donc je vais pêcher au gozeur, parce qu'on est quand même dans l'optique de faire des beaux poissons. Même si on va épuiser, on va tirer un peu. Donc un gozeur sur un hameçon de 16, c'est plus logique. Premier poisson. Alors c'est vrai que pour des pêches où on veut épuiser quand même assez vite comme ça, la taille du manche d'épuisette est assez importante. Alors là c'est clair que ça sert à rien de monter un manche d'épuisette trop long, quoi. Là 2 brins, un manche d'épuisette de 2,50 m court comme ça, c'est amplement suffisant. Puis l'idéal c'est d'épuiser quasi devant la bourriche, quoi, pour pas perdre de temps. C'est le 14e. Il y a peut-être le temps d'en faire un 15e, non? Ah non. Donc là, pendant 15 minutes, on a essayé de pêcher avec un élastique un petit peu plus mou et d'épuiser tous les poissons. L'idée, c'était de ne pas en perdre en décrochant. Donc ça a fait 14 poissons en 15 minutes, ce qui est déjà pas mal, en maintenant l'agrénage. Donc là, maintenant, on va pouvoir essayer avec un élastique un petit peu plus gros et on va essayer de lever tous les poissons. On va essayer d'en faire plus que 14. Pour rappel, c'est la même ligne, donc rien n'a changé. On est en 0,60 avec un petit peu de traîne, on a 3-4 cm de traîne, un gozeur rouge. Et on va essayer de faire plus que 14 poissons. Alors ça fait partie des risques. Quand on décroche un poisson juste avant de lever, des fois la ligne, quand elle remonte, ça fait pas un joli résultat. Donc ça fait une petite perte de temps, ça fait partie du truc. C'est le risque à pas vouloir épuiser, c'est qu'on peut emmêler la ligne facilement quand on décroche. Et là, on a vite fait de perdre 2 minutes, quoi. Quand on arrive à sauver la ligne, bien sûr. Donc là, on a refait un quart d'heure, donc un quart d'heure, 13 poissons, mais malheureusement parce qu'il y a eu 2 décrochages en levant et 2 emmêlages.
Donc on se dit d'un côté que c'est moins bien que 14, mais on se dit d'un autre côté qu'on aurait pu faire bien mieux s'il n'y avait pas eu ces décrochages. Donc là, on va essayer de refaire, pour terminer la partie de pêche, refaire un quart d'heure, essayer de dépasser les 14 pour rentrer content de la journée de pêche. Allez, c'est parti! Donc là, on vient de refaire le quart d'heure et on n'a pas fait mieux. On a fait à peu près entre 13 ou 14 poissons, je ne sais plus exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas mieux. Et on se rend compte qu'il y a plus de décrochés. Quand on pêche à tout épuisé, il n'y a pas de raté. Tout termine dans la tête d'épuisette. Par contre, dès qu'on veut lever, on va un petit peu plus vite. Mais soit on en mêle, soit on décroche. Donc au final, je dirais qu'il vaut mieux avoir un élastique un petit peu plus mou, un manche d'épuisette assez court, et épuiser juste devant la bourriche. Comme ça, on décroche ni les petits ni les beaux poissons et je pense qu'on est gagnant. Et puis comme vous avez pu voir, en fait, ce qui va beaucoup plus vite, c'est d'utiliser un manche d'épuisette comme j'ai fait juste devant les pieds. Parce que là, on gagne du temps. On n'a pas besoin d'avoir un grand manche d'épuisette qui fait quasiment 3 mètres. Là, si on épuise avec un manche d'épuisette de 2 mètres, on épuise à 1 mètre du bord, hop, le poisson est dans l'épuisette, on tire dessus, c'est réglé. C'est vraiment... pour moi, c'est le plus efficace. Alors si on fait le bilan de la journée, ce qui a marché en termes d'amorce, ça a été d'utiliser très peu d'amorce. Parce qu'en finalement, on a mis 8 boules d'amorce au départ, on n'en a jamais remis. Donc comme prévu, il y en a beaucoup trop. Hein. Je pense que 1 kg, 500 g de chapelure, 500 g d'amorce aurait été largement suffisant. Et surtout, ce qui a bien marché, c'est de ne pas utiliser de dèche qui attire les petits poissons. Là, on a mis quelques pinkies dans l'amorce. Ça a très bien fonctionné. Ensuite, pendant la pêche, ce qui a mieux fonctionné, c'est l'utilisation pour l'agrainage de chenilles. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Pour les beaux poissons, ça a permis de bien fixer les gros gardons. Et ensuite, à l'hameçon, très nettement, gozer. Un gozer. Alors un gozer plutôt accroché par le petit bout. J'ai trouvé que ça décrochait un peu moins de poissons parce que ça dégage certainement un petit peu plus l'hameçon. C'était le mieux. Et puis surtout d'utiliser une fronde avec des élastiques. Alors là, des élastiques assez souples, c'est ce qui va le mieux. Alors, si on regarde aujourd'hui les lignes, on va dire qu'on a commencé à pêcher assez léger, 0,30, mais on s'est quand même aperçu que même si c'était assez léger, c'était un petit peu trop lourd parce qu'il n'y avait pas trop de poissons installés et beaucoup de refus de touche. Donc c'est la 0,10 qui a le mieux fonctionné, on va dire, pendant 2 heures. Et après, paradoxalement, quand le poisson s'est installé, on a pu pêcher plus lourd, donc remettre la 0,30. Et après, très nettement, ce qui a le mieux fonctionné, la 0,60. 0,60 avec une petite traîne, 5 cm de traîne, c'était parfait. Au niveau des hameçons, donc au début la pêche était assez dure, on a pêché en 0,10, donc avec un petit hameçon, numéro 20, ça allait bien. Puis à force d'agréner, le poisson s'est installé, donc là on a pu pêcher avec des hameçons beaucoup plus gros. À la fin on pêchait avec un hameçon numéro 16 pour pouvoir mettre un gozer accroché par le petit bout. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on peut voir que c'est un hameçon qui est quand même assez gros pour pêcher le gardon. Un hameçon numéro 16, 16 sur 10 centièmes. Et au niveau de léchage, un gozer, mais plutôt accroché par le petit bout pour pouvoir bien dégager en fait l'hameçon. Si on l'avait piqué par le gros bout, il y a le risque que la tête en fait de l'asticot vienne recouvrir la pointe et on peut décrocher un peu plus de poissons. Alors pour les élastiques, aujourd'hui on a pu essayer pas mal d'élastiques, entre un 1,1 mm creux, entre un 1,3 et un 1,5 mm. Alors certes, les gros élastiques 1,3 et 1,5 mm permettaient de lever le poisson assez facilement, mais au final, si je devais choisir qu'un seul élastique, je pense que je choisirais un 1,1 mm creux pour moins décrocher déjà les petits poissons qu'on peut prendre à travers et pour utiliser l'épuisette pour limiter au maximum les déchets. Donc là, on a vraiment été convaincus aujourd'hui de l'efficacité des élastiques creux pour pouvoir bien maîtriser ces jolis gardons, tout en évitant de décrocher les petits. Alors je vous invite à essayer.
C'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais quand on met l'élastique creux sur un brin, avec une bobine, on fait facilement 2 montages. Donc je vous propose de l'essayer pour les prochaines parties de pêche. Donc aujourd'hui on était à Brie-Contre-Robert, donc dans un milieu vraiment urbain, au milieu de, comme on voit au milieu des maisons. Et on voit que quand il y a une association, une APPMA qui s'occupe bien d'un étang, en mettant du poisson et puis des jolis gardons de qualité, on voit qu'on passe une bonne journée au bord de l'eau pour le printemps. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain numéro de Net Pêche.